On est ensemble jusqu'à 11h, jusqu'à midi, pour le 10h midi. Et je suis en ligne avec Maître Rodolphe Constantino. Bonjour. Bonjour. Bonjour maître, vous êtes avocat pénaliste, vous êtes l'avocat de l'association Enfance et Partage et je voulais vous avoir ce matin pour parler de l'imprescriptibilité dans les affaires d'inceste, évidemment suite à l'affaire Olivier Duhamel. Je rappelle rapidement, demain doit paraître un livre signé Camille Kouchner aux éditions du Seuil, La Familia Grande, dans lequel elle raconte le viol de son frère jumeau à l'âge de 13 ans et pendant plusieurs années par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. C'est un livre qui libère une parole retenue depuis un certain temps, puisqu'aujourd'hui ils sont âgés de plus de 45 ans. Déjà, une première question sur quand on parle d'inceste, est-ce que le beau-père est considéré comme incestueux? On parle de pédophilie, d'inceste? Oui, alors les juristes ont beaucoup peiné sur la question de l'inceste et on le comprend parce que elle est à la croisée de plusieurs questions, des questions ethnologiques, des questions psychologiques, des questions psychanalytiques, le droit. Alors on s'est un peu débrouillé de tout ça, ça a été très tumultueux. La loi de 2010 a pour la première fois parlé d'inceste, puis ensuite il y a eu des lois successives jusqu'en 2018 pour qu'on finisse par dire qu'il y a une situation d'inceste quand les faits sont le fait d'un ascendant, d'un oncle, d'une tante, d'un frère, d'une sœur, d'une nièce, d'un neveu ou concubin ou conjoint. Alors, beaucoup de questions, effectivement, autour de la loi. En particulier, hier, on évoquait le fait que l'inceste ne soit pas évoqué à proprement parler dans la loi. Non, c'est vrai. On a nommé l'inceste et défini l'inceste, mais néanmoins, on n'en a tiré aucune conséquence à proprement parler spécifique, ni en termes de prescription, ni en termes de peine. C'est-à-dire que ce sont des agressions sexuelles ou des viols qui sont commis par ascendant ou par personne ayant autorité. Voilà, il n'y a pas de régime spécifique, j'ai envie de dire, pour l'inceste. Et il n'y a pas de peine particulière, c'est pas aggravant, c'est pas un fait aggravant le fait que ce soit commis par un membre de la famille. Non, en effet, c'est pas à proprement parler une circonstance aggravante. Après, les tribunaux en tirent les conséquences qu'ils veulent en fonction de la conscience qu'ils ont de ce que représente véritablement l'inceste. Ouais, j'imagine que vous avez entendu ce sondage, cette enquête qui révèle qu'un Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste. Ce sont des chiffres qui sont effrayants et impressionnants. Oui, on n'a pas à proprement parler d'études épidémiologiques qui soient vraiment très rigoureuses. Mais pour autant, effectivement, il y a un certain nombre de sondages qui ont été effectués qui donnent à peu près les chiffres que vous dites et qui rendent compte, je pense, de la nature du fléau. Mais aujourd'hui, vous dites que la politique pénale n'est pas adaptée à l'inceste ? Oui, mais alors pas seulement sur les affaires dont on est en train de parler là. J'ai envie de dire qu'il y a de nombreuses affaires d'inceste que nos cabinets viennent à connaître tous les jours, qui sont des situations d'inceste telles que la loi en fait dit, qui est sans doute une acception assez large de l'inceste finalement, parce que oncle, tante, frère, sœur, nièce, neveu, on échappe un peu à ce qu'on entend véritablement normalement par inceste, c'est-à-dire le fait du père ou le fait de la mère. L'inceste, c'est la verticalité en fait. C'est que la victime devient une espèce de marionnette sans fil. Mais voilà. C'est un crime, généalogique. L'inceste. Oui. Sur l'imprescriptibilité, j'ai du mal à le dire. L'imprescriptibilité. Bon, on a compris. Le fait de ne pas qu'un crime comme celui-là pourrait ne pas être prescrit. Qu'est-ce que vous, donc avocat d'une association de défense des enfants qui sont agressés, parce que je sais que les juristes sont assez partagés. Vous en pensez quoi ? Oui, je suis aussi très partagé. Je comprends parfaitement que compte tenu de la nature très spécifique en fait de ce crime sexuel, si on le prend dans l'acception la plus étroite, celle que j'ai dite, c'est-à-dire quand on est victime de son père ou de sa mère, on est grande difficulté évidemment à rendre compte de cette situation et que par conséquent on vienne demander un régime qui soit un régime particulier. Mais je pense que l'imprescriptibilité serait très compliquée à mettre en œuvre. Et ne réglerait pas, en définitive, le vrai problème qui est le problème de l'omerta. À quoi ça sert autour de ces affaires. On va en parler de l'omerta, mais à quoi ça sert la prescription ?
La prescription, ça tient pour vocation, en fait, au bout d'un moment, de ne plus pouvoir poursuivre un certain fait. Voilà. Il y a une espèce de droit à l'oubli, j'ai envie de dire. Alors, le propos peut paraître choquant, mais ça a aussi un certain nombre de conséquences pratiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pour les praticiens comme nous, on sait que des affaires qui sont très très anciennes, dans les affaires très anciennes, il y a une déperdition des preuves, il y a tout un tas de difficultés. Le problème que poserait la prescription, enfin, il en poserait beaucoup, mais il poserait notamment le problème de la cohérence du droit pénal. C'est-à-dire que on aurait, par exemple, les crimes de sang, les atteintes à la vie, quand quelqu'un meurt. En fait, un meurtre n'est pas imprescriptible. Alors, comment justifier qu'un inceste le soit? Enfin, voilà, ça poserait, par exemple, ce type de questions. Ça pose des questions qui sont philosophiques. Quand on prend un peu de hauteur, c'est est-ce qu'on construit une société sur l'imprescriptibilité? Ça pose des questions d'ordre pratique, c'est-à-dire comment on va faire au niveau de la preuve. Et puis, il y a une espèce d'effet pervers à l'imprescriptibilité. Nous, on voit beaucoup dans le quotidien des gens qui viennent au cabinet et qui disent, voilà, les faits se prescrivent quand? Et donc, quand on leur dit quand ça se prescrit, eh bien, ils repartent avec leur affaire en disant, eh ben, alors dans ce cas, je vais attendre. Voilà. Et c'est terrible parce que ça les maintient de manière très, j'ai envie de dire, de manière très malsaine, en définitive, dans cette espèce de silence. Bon, c'est-à-dire que la prescription permet de mettre une date, même pour les victimes, en disant, voilà, si je veux réagir, je sais que j'ai jusqu'à cette date-là et peut-être libérer une forme de parole. Oui, et puis les prescriptions ont été très rallongées par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de crimes, c'est-à-dire en termes de viol, la prescription est de 30 ans. Et en termes d'agressions sexuelles, lorsqu'elles ont un caractère incestueux, c'est-à-dire commises par un ascendant ou par une personne ayant autorité, c'est 20 ans. Ça veut dire que si on allait, si déjà on va au bout du délai de prescription, et si on allait même au-delà avec l'imprescriptibilité, on aurait aussi des gens qui comparaîtraient en qualité d'accusés à l'âge de 75 ans ou de 80 ans. Ou plus. Voilà. Ça poserait aussi cette difficulté. Quel sens ça a au bout d'un moment? Je ne crois pas qu'il faille maintenir. Et puis ça pose une autre question. C'est-à-dire que dans l'affaire qu'on évoque aujourd'hui, par exemple, on peut quand même s'interroger sur qu'est-ce que ça changerait au fond l'imprescriptibilité dans cette affaire. Est-ce que qu'il soit jugé? Qu'il soit jugé. Oui, certes qu'il soit jugé, mais voyez-vous, la victime, si on en croit ce qu'on lit ici ou là dans la presse, elle ne voudrait toujours pas que cette affaire sorte. Il a accepté que sa sœur écrive ce livre, il a accepté que les choses se disent maintenant, mais de l'affaire, il n'en voudrait toujours pas. Donc je ne suis pas sûr que ce soit véritablement le problème. J'ai l'impression que l'imprescriptibilité est un serpent de mer, que c'est quelque chose, c'est devenu une espèce de lutte de principe de certaines associations, mais en définitive, ce contre quoi il faut vraiment lutter, c'est l'omerta. Vous me dites qu'on va en parler. Oui, parlons-en de l'omerta, parce que justement, c'est bien la difficulté, toute la difficulté dans ces affaires, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour en parler et le secret qui entoure les familles. Et c'est très compliqué, parce que je vois que les gens tapent sur Bernard Kouchner en disant il savait, il n'a rien dit. Mais quand vous avez un enfant, un individu qui ne veut pas qu'on en parle, est-ce qu'on doit en parler contre sa volonté? Est-ce qu'on doit dénoncer ces crimes-là? En tout cas, c'est ce que la loi dit. Alors, revenez sur l'omerta, effectivement, parce que vous connaissez bien ce sujet. J'imagine aisément que ce type de faits, on le sait, sont des faits qui sont très difficiles à révéler. Dans cette occurrence, l'enfant néanmoins avait parlé. Alors c'est vrai qu'il ne voulait pas qu'on aille au bout de l'histoire. Maintenant, j'ai envie de dire, heureusement qu'on ne fait pas tout ce que les enfants nous demandent de faire, et heureusement qu'on ne s'abstient pas de faire tout ce que les enfants nous demandent de ne pas faire. Parce que sans quoi, ni on ne les éduque, ni on ne les protège. Donc j'entends parfaitement, bien sûr, toutes les discussions les propos que pourrait tenir le père ou la mère de cet enfant seraient tout à fait entendables. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est un faux problème de discuter de l'imprescriptibilité parce que la question sous-jacente est celle de l'omerta, et que le seul moyen aujourd'hui d'en cesser, de faire cesser définitivement en fait ce vrai problème qui entoure l'inceste, c'est d'aller poursuivre sur le thème de la non-dénonciation
en fait, ceux qui savaient et en fait n'ont rien fait et n'ont rien dit. Je ne le dis pas à destination à proprement parler, ni dans de cette Bernard affaire-là, Kouchner, dans cette affaire, mais de manière plus générale, si les gens savaient que pèse sur eux cette épée de Damoclès sur la tête, à savoir que ce délit de non-dénonciation de crimes, quand ce sont des crimes sexuels qui ont été commis sur les enfants, doivent être portés à la connaissance de la justice, eh bien je crois qu'on libérerait plus de paroles qu'on ne le fait aujourd'hui. On aurait réglé le problème en définitive. Parce que dans cette affaire-là, on le voit bien, cet enfant a parlé et son entourage, mais aussi parce que ça tient aux personnalités des uns et des autres, à leur position sociale, etc., se sont finalement accommodés d'un certain silence. C'est la raison pour laquelle on en arrive là. Et s'il fallait aujourd'hui discuter de la prescription, je pense que ce n'est pas la prescription des crimes ni des agressions sexuelles dont il faudrait parler, c'est la prescription de ce délit de non-dénonciation. Parce que lui, il ne se prescrit que par 6 ans et qu'on a quotidiennement des affaires dans lesquelles on va pouvoir poursuivre l'auteur, mais on ne pourra pas poursuivre les personnes qui savaient et n'ont rien dit. Voilà. Et la seule manière d'en finir avec le silence, c'est pas d'allonger la prescription en matière de crime et de viol, c'est d'allonger la prescription en termes de non-dénonciation et de faire peser réellement cette épée de Damoclès sur la tête de ceux qui savent, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce texte n'est pas utilisé. Parce qu'en général, il y a toujours quelqu'un qui sait dans la famille. Il y a toujours l'enfant garde assez peu ce secret pour lui. Enfin, il peut le garder, mais il y a toujours quelqu'un, selon votre expérience, qui est au courant. Mais naturellement, on en fait aujourd'hui une généralité parce qu'on a vu fleurir ici et là sur ces derniers mois des personnes qui, plus ou moins connues, et que quand elles n'ont pas la chance d'avoir un nom, elles ont eu la chance, entre guillemets, que l'auteur des abus, lui, en ait eu un, et ont pu écrire un livre, faire connaître publiquement leur histoire très tardivement. Mais pour autant, ce qu'on voit dans le quotidien, c'est que, et d'ailleurs ce sont les seules affaires qui prospèrent, c'est qu'il y a toujours une parole qui s'est libérée à un moment ou à un autre. Voilà. Et c'est parce qu'on arrive à remonter comme ça le temps, comme le petit Pousset a laissé des petits cailloux, qu'on arrive à faire prospérer ces affaires en matière pénale. Parce que quelqu'un qui se réveillerait à 50 ans en disant demain j'ai été victime quand j'avais 5 ans, veut dire c'est un dossier qui prospérera pas. S'il n'en a pas déjà parlé à d'autres, s'il n'y a pas eu déjà des signes, et si on ne peut pas remonter le temps. Et ce qu'on sait d'ordinaire, c'est qu'il y a toujours une parole qui se libère à un moment ou à un autre. Oui, sauf que là, c'est l'aspect légal, l'aspect psychologique est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on voit la honte de ces enfants qui ont été abusés, qui ne veulent pas que ça se sache. Donc les parents peuvent être, enfin les parents ou en tout cas les proches, dans le cas précis de Bernard Kouchner, son fils lui a intimé l'ordre de ne pas en parler. Donc il y a un aspect aussi humain qui entre dans ce... Mais naturellement qu'il y a un aspect humain. Et je crois que dans cette hypothèse, il appartiendrait aux parents de dire, voilà, tout ça est extrêmement douloureux, c'est très compliqué, la loi oblige, et parce que la loi oblige, il va falloir le faire. Et pour autant, cet enfant, il a parlé. Je vous rappelle que si j'en crois ce que j'ai pu lire ici ou là, il a même fait des révélations à un moment donné auprès de services de police qui n'ont pas donné suite. Oui, il y a eu une alerte en 2011, alors il n'a pas été entendu, il n'a pas déposé plainte, mais écoutez, merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous ce matin. Maître Rodolphe Costantino, avocat pénaliste, vous êtes l'avocat de l'association Enfance et Partage. Merci d'avoir été avec nous ce matin, c'était tout à fait intéressant et éclairant sur ce sujet.